Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, vous hésitez à visiter le Louvre en famille ou avec des élèves de crainte de ne pas savoir profiter de cet immense musée. N'ayez plus peur, le livre de Barthélemy Glama fourmille de précieux conseils. Il est l'invité du Grand Oral. L'anti-sèche des Maguessel. L'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actualité, c'est un anniversaire aujourd'hui, celui de la naissance de Mikhail Gorbatchev, l'inventeur de la glasnost et de la perestroïka. Les programmes sont évidemment ceux d'histoire. L'heure de la récré, toujours avec Emma, elle vous racontera le tour du monde en 200 jours d'une famille canadienne. Et puis enfin, on retrouvera comme chaque semaine le plateau repas de Sandra Ferreira, notre nutritionniste diététicienne. Ce samedi, ce sera la journée internationale de l'obésité. Et à cette occasion, on va parler du facteur alimentation de cette maladie. C'est pas le seul, mais il compte évidemment beaucoup. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. C'est un voyage absolument extraordinaire que vous convie notre invité du jour. Voyage dans le temps, voyage dans l'espace, dans les cultures, voyage dans le beau, dans les émotions, voyage sportif aussi si on veut le suivre dans la vraie vie. Barthélemy Glama, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien de l'art au Louvre et vous publiez chez Actes Sud Junior et en coédition avec Louvre Édition, une histoire du monde en famille. Enfin, Objectif Louvre, une histoire du monde en famille. Un guide de voyage vraiment pas comme les autres. Absolument. L'idée, c'était de donner des clés aux visiteurs, à ceux qui veulent venir découvrir le Louvre, pour leur permettre de s'orienter dans un musée qui reste quand même très vaste, si on ne sait pas par où commencer. Alors, si on veut résumer le grand principe, je crois qu'il faut que j'aille vers la fin, n'est-ce pas? Absolument. Et là, j'ai, pour commencer, une frise chronologique qui me raconte tout ce qui se passe au Louvre, donc alors, de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Voilà, oui. Avec quelques petits trous, on en reparlera, parce que notamment à Paris, le 19e, c'est plutôt au musée d'Orsay. Et ensuite, pour chaque époque, donc là je suis sur la page de l'Antiquité, vous pouvez peut-être pas lire, mais vous devinez le principe, on vous donne par région les œuvres du Louvre. Les œuvres du Louvre qui sont présentées. Absolument, ça a été le travail préalable. Voilà. Et c'est en faisant ça que nous nous sommes rendus compte qu'en réalité, le Louvre était un lieu où, bien sûr, on pouvait raconter une histoire de l'art, ça c'est attendu, tout le monde le sait, mais c'est un des rares lieux au monde où l'on peut raconter une histoire du monde tel qu'on le vit aujourd'hui. Une histoire tout court. Alors, une des raisons assez évidentes et qui, j'allais dire, saute aux yeux quand on feuillette le bouquin, c'est que les peintres, les sculpteurs, dans une certaine mesure, ont été les premiers reporters de l'histoire. On peut donner quelques exemples, d'ailleurs, avec cette bataille de San Romano d'Uccello, que nous voyons dans quelques instants. On va nous dire, vous la connaissez par cœur, ça raconte quoi? Alors, c'est une des trois peintures qui raconte une bataille entre les Florentins et les Siennois au milieu du XVe siècle, et une peinture qui était accrochée dans la chambre de Laurent le Magnifique. Et c'est une peinture qui est très intéressante du point de vue de l'histoire de l'art, parce qu'elle montre un certain nombre d'innovations dans ce moment où on connaît la conquête de la réalité, mais elle est très intéressante du point de vue de l'histoire, parce que non seulement elle nous raconte le récit d'une république qui est en train de se donner aux mains d'une grande famille de tout-puissants, les banquiers Médicis, et puis elle nous raconte un moment aussi où la ville de Florence, comme république, commence à conquérir toute cette région du centre de l'Italie et à devenir très puissante. Au détriment, entre autres, de Sienne, si mes souvenirs sont bons. Au détriment de Sienne, absolument. Ouais, c'est quand même une la grande victoire des Florentins contre Sienne. Autre exemple, autre époque, un moulin à sucre, c'est de Franz Post. Ce qui est fascinant au Louvre, c'est de voir aussi les moments d'échange, les moments de contact entre deux civilisations, entre deux cultures, entre deux géographies. Un tableau comme celui-là, il nous raconte ça. C'est un peintre hollandais du XVIIe siècle qui visite les colonies portugaises du Brésil et qui choisit de montrer une plantation européenne, en l'occurrence de canne à sucre, où l'on voit un peu partout des esclaves noirs venus d'Afrique qui travaillent pour cette plantation. Donc on est là dans un paysage d'Amérique latine, du Brésil, qui est tout à fait exotique pour les Européens de l'époque, peint par un Européen qui porte son regard européen sur une plantation elle-même européenne qui utilise la main-d'œuvre de populations asservies qu'on a fait venir d'Afrique. Et là, on voit trois parties du monde qui rentrent en contact dans une image. Voilà, alors on ne peut pas évidemment résumer tout le livre, mais on voulait vous offrir cette plongée. Si vous lisez, si vous visitez le Louvre avec le bouquin de Barthélemy Glama, c'est un petit peu ce que vous allez pouvoir amener. Évidemment, il peut y avoir un regard d'histoire de l'art, d'historien de l'art, un regard sur la peinture, notamment la sculpture, etc., mais aussi un regard sur l'histoire tout court. On vient beaucoup en famille au Louvre, d'ailleurs. On vient beaucoup en famille au Louvre et on a l'ambition d'accueillir de plus en plus de familles, c'est important. Le Louvre, c'est un lieu de transmission, c'est un lieu d'éducation, c'est un lieu où l'on se côtoie, enfin où on rencontre pour la première fois l'histoire, les objets, et où on apprend certains concepts fondamentaux et essentiels. On s'y confronte pour la première fois. Quand je disais que c'était un voyage sportif auquel vous nous conviez, c'est que si dans la vraie vie, on veut quand même suivre le truc, alors là, pareil, je vous montre le plan, enfin un des plans, je crois que je suis au premier étage, voilà, du Louvre, et si je veux voir, par exemple, des œuvres de l'Antiquité, c'est en vert, donc il y en a ici, mais il y en a
a là, mais il y en a là, mais il y en a là, etc. Il faut quand même cavaler beaucoup. Il faut beaucoup cavaler. Pourquoi les musées sont organisés comme ça en zone géographique finalement, alors que ça peut raconter une autre histoire? Eh bien, parce que quand les premiers musées se sont constitués, en France en l'occurrence, à la toute fin du XVIIIe siècle, il a fallu trouver des grands principes pour organiser les œuvres. L'idée, c'était pas de les mettre pêle-mêle un peu partout. Et naturellement, un des premiers principes qui s'est imposé a été celui des écoles nationales, surtout au XIXe siècle, au moment où la question des identités nationales était assez brûlante. L'invention de l'État-nation. Tout à fait. Ouais. Et d'un certain point de vue, le musée d'aujourd'hui est encore l'héritier de ces grandes classifications du XVIIIe et du XIXe siècle. Et un ouvrage comme celui-là a pour objet de montrer qu'au-delà de ces classifications-là, si on connecte les différentes parties du musée entre elles, eh bien, on découvre un autre discours et on apprend une autre histoire. Il y a d'ailleurs parfois, alors le Louvre raconte, on peut le visiter grâce à votre bouquin de cette façon-là, mais parfois il raconte lui-même ses autres histoires très transversales, interdisciplinaires. C'est le cas de cette exposition que moi j'avais trouvé absolument formidable, Les choses, qui était une histoire de la nature morte. Elle vient de se terminer, j'imagine qu'il y en aura d'autres. Là, vous êtes parti d'une forme, la nature morte, et vous l'avez explorée de l'Antiquité à nos jours. Absolument. C'est une exposition d'auteur de la commissaire Laurence Bertrand d'Orléac, qui est professeure d'histoire de l'art, et qui a voulu s'intéresser à la manière dont on a représenté les choses de la préhistoire jusqu'à nos jours. Et au fond, pour d'ailleurs poursuivre votre question, le Louvre lui-même, comme palais, est un lieu où on se confronte à l'histoire. C'est le palais de nos rois, c'est une forteresse médiévale, militaire d'abord, défensive. On va voir des images aussi. Juste d'un tout petit mot, qu'est-ce qui vous a guidé votre choix? Enfin, vos choix, c'est la notoriété des œuvres, ou des objets que vous montrez, c'est l'envie de faire découvrir des trésors méconnus? Absolument, c'est l'envie de montrer qu'au Louvre, il y a plein de Joconde. On connaît quelques grands chefs-d'œuvre, quelques grandes œuvres très très connues, et elles structurent un peu notre image du musée. Mais au fond, le Louvre, il est riche de quasiment 600 000 œuvres, dont 30 000 sont exposées, c'est énorme. Et dans ces 30 000 œuvres-là, il y a des œuvres absolument magistrales. Ça, c'est de la punchline. Au Louvre, il y a plein de Joconde. Barthélémy Glama, historien de l'art au musée du Louvre, auteur de cette histoire du monde en famille. Ce sont plein de propositions pour visiter le Louvre différemment et raconter l'histoire. On se retrouve juste après l'Anti-Sèche. On va faire de l'histoire aussi, mais cette fois avec Emma Guessel. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. Nous sommes le 2 mars et c'est un 2 mars en 1931 que naissait l'ancien dirigeant de l'Union soviétique, Mikhaïl Gorbatchev, que l'on croise évidemment dans les programmes scolaires sur le cours de la guerre froide. C'est là où je me sens super vieux, parce que pendant Gorbatchev, c'était pas de l'histoire, c'était de l'actualité. Et ben voilà. Et me regardez pas avec cette air-là, ça m'énerve. Oups. Alors oui, Mikhaïl Gorbatchev est le dirigeant de l'apaisement dans un monde encore en guerre froide à l'époque. Il est le dirigeant de l'ouverture vers l'Occident et surtout, eh bien, c'est le dernier dirigeant de l'URSS avant la fin du régime en 1991. Et c'est aussi celui qui est le plus apprécié du monde occidental parce qu'il a opéré un vrai changement politique alors que le peuple russe lui reproche au contraire d'avoir mal géré ses réformes et d'avoir précipité l'URSS vers sa chute. Gorbatchev qui arrive au pouvoir à l'âge de 54 ans, on est en 1985 et très vite il entreprend des réformes politiques, économiques et culturelles et sociétales. Tout à fait, parce que pendant les années qui précèdent l'arrivée au pouvoir de Gorbatchev, l'URSS est épuisée économiquement. Après une nouvelle course à l'armement initiée au milieu des années 70 pour concurrencer les États-Unis. Et en plus de son affaiblissement international, le pays est enlisé dans une guerre en Afghanistan depuis 1979. Et au sein même du pays, la corruption, la bureaucratie affaiblissent énormément le bloc de l'Est. Donc quand Gorbatchev arrive au pouvoir, il prend des mesures radicales. La première, c'est ce qu'on appelle la perestroïka. C'est des deux mots de russe qu'on apprend à l'époque. Voilà, exactement. La reconstruction en russe, il s'agit de changer profondément le pays, politiquement, économiquement, socialement et idéologiquement. Et l'urgence, c'est aussi d'augmenter le niveau de vie des Russes. Ça, c'est la perestroïka. Et puis le deuxième mot de russe qu'on apprend à l'époque, c'est glasnost. Ça veut dire transparence. La transparence, tout à fait, qui est un programme de réforme pour abolir la censure et rendre la liberté de pensée et d'expression réelle. Cela passe notamment par une presse plus libre, mais également par une plus grande démocratie au niveau institutionnel. En 1988, une réforme constitutionnelle instaure le principe du vote à bulletin secret et des candidatures multiples pour les élections au Congrès des députés. Et ça, c'est une avancée immense. Et ça, ce sont des réformes internes à l'Union soviétique, oui. Mais sur le plan international, vous le disiez en introduction, il s'agit d'instaurer une politique d'apaisement. Et oui, Gorbatchev détend les relations avec les démocraties populaires, il cherche à apaiser les relations en Europe. Il relance également le dialogue avec les États-Unis. En 1987, il signe un traité de désarmement nucléaire avec le président américain Reagan. Mais l'URSS se retire également d'Afghanistan dès 1988, ce qui met fin à une guerre de près de 10 ans qui a coûté quand même la vie à 15 000 soldats soviétiques. Et puis enfin, la chute du mur de Berlin en 1989 met un terme à la domination soviétique en Europe de l'Est. Mais simultanément, la situation intérieure dans le pays devient difficilement
difficilement tenable. Bah oui, parce que la perestroïka et la modernisation engagée par Gorbatchev aggravent la crise économique. L'inflation atteint les 25% en 1991. Il n'y a plus rien dans les magasins, il y a des pénuries de produits partout. Quelques années plus tôt, en 1986, la catastrophe de Tchernobyl également aggrave encore plus les choses et affaiblit énormément la confiance qu'ont les soviétiques envers le pouvoir et Gorbatchev, qui est victime d'une tentative de putsch en août 1991 par des conservateurs. Gorbatchev finit par démissionner le 25 décembre 1991 en direct à la télévision, ce qui est aussi un choc pour les soviétiques. Et le lendemain, l'URSS cesse officiellement d'exister. Merci beaucoup. Et on peut évidemment conseiller, il y a plein d'œuvres. Pour le coup, on est vraiment dans un exemple où l'art raconte l'actualité. Il y a le match du Kremlin de Giovanni Empoli, qui ne raconte pas du tout Gorbatchev, mais qui raconte l'après-Gorbatchev et la façon dont le pays et les richesses du pays ont été dépecées par ce qu'on va appeler les oligarques. Et puis il y a cette série de la BBC, vous parliez de Tchernobyl. Excellente série. Excellente série. Merci beaucoup, Emma. La récré tout à l'heure. Avec grand plaisir. Un sujet un peu plus joyeux. Oh oui, on va faire un tour du monde. Ah, oh bah alors, en famille. En famille. Génial. Eh ben, c'est le même principe que pour le grand oral. Barthélémy Glama. 7,8 millions de visiteurs en 2022, dont 60% venaient pour la première fois. Le Louvre mérite décidément son rang de premier musée du monde et sa présidence directrice veut, je cite, que la visite du musée soit un moment de plaisir. Et bien, il y contribue, ce formidable guide Objectif Louvre, une histoire du monde en famille. Il est signé Barthélémy Glama. Quand on pense Louvre, on pense Joconde. Vous venez de nous dire qu'il y a 30 000 Jocondes dans le Louvre, on pense Vénus de Milo, mais il n'y a pas seulement de la peinture, de la sculpture, il y a énormément d'objets, des manuscrits, des meubles, des bijoux, des arts. Je voudrais donner 2 exemples que vous donnez dans le bouquin, parmi les nombreux. Il y a le prisme F d'Assurbanipal, racontez-nous. C'est un objet qui est assez fascinant en réalité, parce que si on le regarde... Il fait quelle taille d'ailleurs, parce qu'on voit sur... Oui, il fait à peu près cette taille. Voilà, c'est ça. C'est un polyèdre, il est couvert d'écritures cunéiformes, et quand on les traduit, on a un récit à la première personne d'un roi qui s'appelle Assurbanipal, qui règne sur la Syrie au 7e siècle avant Jésus-Christ, et qui raconte à la première personne toutes ses conquêtes, et notamment la conquête de Suse. Et en fait, ce qu'on a là devant nous, quand on rentre dans les salles du département des Antiquités orientales au Louvre, eh bien, c'est un des tout premiers manuels d'histoire. Oui, c'est un livre d'histoire. C'est la manière dont les hommes ont raconté leur propre histoire. On fait un énorme saut dans le temps et également dans l'espace avec ce nécessaire offert à Marie Lesinska de cousiner. On parlait tout à l'heure des liens, des échanges, des hybridités. Ouais. Ça, c'est un objet qui est assez fascinant parce que c'est un nécessaire qui servait à faire du chocolat, du thé et du café à une époque où le chocolat arrive d'Amérique, le thé arrive de Chine et du Japon et le café arrive de l'Empire ottoman. 3 boissons exotiques inconnues des Européens que les Européens commencent à consommer et pour lesquels ils se prennent de passion. Et donc, les objets d'art eux-mêmes accompagnent cette découverte d'un monde de l'ailleurs, un monde du lointain qui commence à fasciner les Européens. Voilà, c'est quand même ce qui est extraordinaire dans le bouquin, c'est qu'au lieu de voir de la vaisselle, on voit un objet qui raconte une histoire et par ailleurs est très beau. Et puis le bâtiment en lui-même, vous le disiez il y a quelques minutes, qui raconte un pan de l'histoire de France. Et là, on peut regarder le projet pour la Grande Galerie d'Hubert Robert. Ça, c'est un tableau qui est fin 19e. Tout à fait, assez fascinant, en pleine période révolutionnaire. Hubert Robert, comme Jacques Louis fin 18e d'ailleurs. Fin 18e, oui, tout à fait. Sont chargés tous les deux, David et Robert, de concevoir un nouveau projet d'aménagement pour le Muséum central des Arts qui vient d'ouvrir par la République. Robert, il n'est pas tout à fait à l'aise avec la Grande Galerie telle qu'elle existe, Grande Galerie de peinture, et donc il invente ce projet idéal pour une grande galerie. Et ce qui est assez intéressant et un tout petit peu amusant aussi de noter, c'est qu'au fond, dans les années 50, Jean-Jacques Hafner, qui était l'architecte du Louvre, s'est servi de ce tableau pour concevoir la grande galerie qu'on connaît aujourd'hui. C'est pour ça que mon lapsus finalement sur Franck Rivet était aussi compréhensible. Je m'excuse mes propres lapsus, c'est comme ça. Le livre, il fourmille d'anecdotes. Il y a la reine noire manquante sur l'échiquier des rois. Oui, absolument. C'est un échiquier qui a appartenu entre autres à Louis XIV. Alors, on l'appelle l'échiquier de Saint-Louis, absolument. De Saint-Louis, pardon. Mais alors, bon, Louis IX, on sait bien qu'il est bien postérieur à l'époque de Saint-Louis. Il date a priori du début du XVe siècle. Il est magnifique, il est en cristal de roche, en métaux précieux, il est sublime. Il raconte une toute petite histoire de la féodalité française. Il est assez merveilleux. Mais, effectivement, la reine a disparu depuis au moins la Révolution. Donc, on lance un grand appel. Si jamais vous retrouvez cette reine chez vous dans un grenier, merci de l'amener au Louvre dans les plus brefs délais. Mais il y a des hypothèses, hein. Pas tellement. Pas tellement, quand même. Est-ce qu'il y a d'autres anecdotes qui vous tiennent à cœur ? Sur le Louvre lui-même, sur les œuvres. Non, moi, ce que je trouve toujours assez intéressant au Louvre, et c'est peut-être l'anecdote principale, c'est qu'on regarde souvent les œuvres et on oublie de regarder les murs. On oublie que le Louvre, c'est un musée, mais c'est aussi un palais. Et que ces œuvres sont hébergées dans ce qui a été, encore une fois, un lieu extraordinaire, qui était une forteresse militaire, qui était un palais de la Renaissance, qui a été complètement transformé par Louis XIV, habité par la ville au XVIIIe siècle, transformé par le XIXe siècle, qui était le palais de Napoléon III, qui a abrité des ministères, des bibliothèques, et quasiment jusqu'en 1900.
1993, le ministère des Finances. C'est un lieu d'histoire de France. Et oui, c'est ça. Et ça, c'est transformé aussi par les travaux, la construction de la pyramide, l'aménagement de ce hall souterrain qui est absolument extraordinaire et qui distribue désormais toutes les ailes du musée. 7,8 millions de visiteurs, je le disais, des bouchons pour entrevoir certains chefs-d'œuvre. La Joconde, ça se voit dans une forêt de smartphones en principe, mais il y a aussi des zones qui sont moins fréquentées quand même. Vous le disiez. Vous avez des conseils pour une visite tranquille et passionnante? Ah oui, moi je conseille vraiment de commencer sa visite par l'aile Richelieu. D'accord. C'est-à-dire de ne pas entrer quand on descend sous la pyramide tout de suite par la droite, côté aile de Nom, où se trouve la Joconde, où il y a généralement de très longues queues, mais de partir tout de suite vers la gauche. Et là, on arrive dans le département des Antiquités orientales, dans le département des sculptures, les magnifiques cours Marly et Puget. On peut monter au premier étage dans le département des objets d'art et la peinture française. On va se dire les choses, il n'y a pas grand monde. Il y a moins de monde. Il y a du monde quand même, parce qu'il y a du monde partout, mais c'est pas la cohue. C'est pas aussi fréquenté. On peut profiter des œuvres. Et jusqu'au dernier étage où il y a la fabuleuse galerie Médicis de Rubens, qui est sublime. Ah oui, ben voilà, un itinéraire bis possible. Exactement. Vous avez des coups de cœur. Pourquoi vous êtes devenu historien d'art? Ça vous est venu comment? Première visite du Louvre à 6 ans. J'ai trouvé ce lieu fascinant. Ah, vous avez une histoire avec le Louvre? Ah oui, oui. Ma mère m'a amené là quand j'étais tout petit. Ouais. J'ai trouvé ce lieu fascinant. J'avais qu'une envie, c'était d'y travailler. Et donc j'ai tout fait pour. Et donc je me suis tourné vers l'histoire de l'art. J'ai découvert que cette discipline existait quand j'étais au collège. J'ai fait l'option histoire de l'art au lycée. Et voilà, je suis au Louvre aujourd'hui. Dingue. Et il y avait dès l'âge de 6 ans des œuvres qui vous ont saisi, ou c'est l'atmosphère qui régnait? Non, c'est l'atmosphère du lieu. C'est vraiment l'atmosphère du lieu et cette confrontation du palais et du musée. Je trouve que pour un enfant, c'est un endroit merveilleux. Ouais. On est entouré de chefs-d'œuvre et en même temps, on est dans ce lieu complètement extraordinaire qui ne correspond pas du tout à l'idée qu'on se fait du musée quand on est tout petit. Et le Louvre apporte ça. C'est vraiment un lieu extraordinaire de réunion de choses merveilleuses. Barthélémy Glama, historien de l'art au musée du Louvre. Un rêve réalisé, il en faut. Publie donc chez Actes Sud Junior Objectif Louvre, une histoire du monde en famille. C'est coédité évidemment par Louvre Édition. On se retrouve, si vous le voulez bien, juste après la récré. Emma, rebonjour. Rebonjour. Dans l'heure de la récré, vous nous racontez l'histoire d'un tour du monde, un autre en famille. Mais oui, déjà l'idée de faire un tour du monde est géniale. Le faire en famille, à 5 en l'occurrence là, c'est encore plus génial. Mais le faire en petit avion à hélice, là, c'est encore plus original. Et c'est le cas d'une famille canadienne, les Porter, originaires de Vancouver, qui ont fait un tour du monde pendant 7 mois. Les Porter, on les voit d'ailleurs, ils sont 5 parce qu'il y a des enfants, c'est ça, pas maman, les enfants qui sont grands. Tout à fait, 3 enfants grands. 2 filles de 21 et 18 ans, un garçon de 15 ans. Et le programme initial, c'était la visite de 50 pays en 14 mois. Et c'est le papa qui pilotait l'avion. Avion qui a quand même coûté 350 000 €. Voilà, un petit budget, mais la famille explique qu'ils économisaient depuis des années pour faire ce voyage. D'accord. Un garçon, les grands ça va, mais le 15 ans, il n'avait pas école. Si, il faisait école à distance, tout était prévu. Et d'ailleurs, la famille a raconté tout le périple sur un site internet, c'est hyper bien fait, allez voir, c'est le www.5indthesky.com. Et alors le voyage, je vous le disais, il devait durer 14 mois. Malheureusement, ils n'ont pu en faire que 7 parce qu'un des membres de la famille a eu des soucis de santé. Ils ont préféré rentrer à Vancouver, mais ils ont quand même eu le temps de visiter 19 pays. Et ils ont parcouru quand même plus de 46 000 kilomètres. Voilà pour la jolie histoire du jour dans l'heure de la récré. C'est un autre tour du monde. Bon, 350 000 €. Le livre coûte beaucoup moins cher. Et la visite du Louvre, non seulement elle coûte moins cher, mais elle est même parfois gratuite. C'est ça, il y a tous les... Absolument, beaucoup de gratuité. Voilà, plein de gratuité et pour plein de gens. Et surtout, il y a des jours qui sont gratuits. Ça existe toujours, ça. Toujours. Comme quand j'étais jeune. Merci beaucoup, Emma Cantoral. Objectif Louvre, une histoire du monde en famille, c'est le titre de ce formidable guide que publie Actes Sud Junior et Louvre Édition sous la plume de Barthélémy Glama. Je dis la plume, d'ailleurs, il y a un boulot iconographique absolument hallucinant. Donc c'est pas que une œuvre d'écriture, c'est aussi une œuvre de curation, une œuvre de choix. Et ça vaut, je le signale, ce livre, même si vous n'avez pas de famille ou pas encore de famille. Et je précise d'ailleurs que 45% des visiteurs du musée du Louvre ont moins de 25 ans, donc pas forcément des enfants. Et on peut tout à fait utiliser évidemment le bouquin. L'histoire, puisqu'il s'agit de raconter l'histoire du monde, c'est aussi faire de l'histoire une façon de se prémunir contre les fake news, le complotisme. Mais d'un autre côté, l'histoire telle qu'elle est racontée au Louvre, elle a des biais. Je voudrais soumettre 2 tableaux qui sont dans le bouquin. Il y a les astronomes. Alors, c'est pas un tableau, d'ailleurs, c'est une tapisserie qui vient de la manufacture de Beauvais. Et là, c'est la Chine vue par les Européens. C'est la Chine vue par les Européens. Alors, c'est une image qui est très intéressante parce qu'elle montre 2 jésuites
qui sont allés comme missionnaires en Chine répandre la foi catholique et qui ont été engagés par l'empereur de Chine comme astronomes de la cour, qui ont dirigé tous les deux le bureau des mathématiques à la cour de l'empire du milieu, de l'empereur céleste. Et donc on les voit là donner des leçons d'astronomie, l'un et l'autre, à l'empereur et à son fils. Mais quand on regarde un peu attentivement, on se rend compte qu'au second plan, il y a toute une vision très idéalisée, très exotique de la Chine telle qu'elle était perçue par les Européens. Et c'est intéressant cette tapisserie parce qu'elle montre ce moment d'échange scientifique entre l'Europe et la Chine, mais elle montre aussi la manière dont l'Europe se perçoit par rapport à la Chine. Et donc la construction du regard sur soi-même, à travers le regard qu'on porte sur l'autre, c'est vraiment ce que le Louvre aussi permet de faire. Et oui, ça raconte quand même plein de choses à la fois. Et puis alors, je voulais aussi vous proposer, là encore piocher dans le bouquin, ce portrait de Madeleine de Marie-Guillemine Benoît. Un portrait qui est absolument fascinant, qui est aussi vraiment une de nos autres Jocondes, qui est encore un portrait qu'il y a quelques années on appelait portrait de négresse. Quand il a été exposé au Salon pour la première fois en 1800, un critique a dit que c'était une tache noire. C'est une œuvre qui a toujours été entourée d'un très très grand racisme. Et grâce au travail d'une historienne de l'art ces dernières années, on a été capable de lui redonner son prénom, Madeleine, de retracer son histoire. C'était une esclave affranchie, guadeloupéenne, qui est arrivée à Paris, qui travaillait pour le beau-frère de l'artiste, Marie-Guillemine Benoît, qui est une artiste femme, et qui l'a représentée, la poitrine dénudée à la façon des Mariannes, avec du bleu, du blanc, du rouge. Il y a tout un certain idéal de ce que ça veut dire que d'être esclave affranchie à Paris en 1800 que traduit ce portrait, qui est absolument fascinant. Et donc la même œuvre, on peut la regarder avec un œil complètement différent selon les époques et selon le regard avec lequel qu'on veut porter dessus. Il y avait eu, je le signale, c'est pas au Louvre, c'était à Orsay, mais cette exposition dont le titre m'échappe. Le modèle noir. Le modèle noir, qui était absolument extraordinaire, ça devait être il y a 2 ou 3 ans. La question du beau aussi évolue. Absolument. La notion de beau. Absolument. Et c'est aussi tout l'enjeu de ce guide, de montrer pas une histoire du monde, mais une histoire du monde telle qu'elle a été perçue, écrite et produite par les Européens, et en particulier les Français qui ont fait le Louvre. C'est de montrer qu'un musée est aussi évidemment un producteur de savoir, un producteur d'histoire, mais comme tout producteur de savoir et producteur d'histoire, c'est un producteur de savoir partial, biaisé, subjectif, biaisé. Et la question du beau, elle se pose évidemment en tête de toutes les autres, parce qu'on voit bien que cette catégorie a complètement évolué du moment où on a créé le musée jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, certaines œuvres gardent une aura universelle. Oui, c'est ça. Ouais, et bon, parce que vous dites qu'il y a 30 000 Jocondes, mais en vrai, il y en a une. Il y en a une. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, elle doit beaucoup de sa célébrité, pas tellement à sa beauté ou à sa beauté supposée, même si elle a été abondamment commentée, cette beauté, mais aussi beaucoup au fait qu'on l'a vue dans la presse pour la première fois en 1911 quand elle a été volée. C'est aussi ça qui a bâti la célébrité de cette Joconde, c'est que tout à coup, elle est volée, elle disparaît des salles du Louvre et on la voit reproduite aussi, quelque exactement. part. Exactement. Barthélémy Glama, historien de l'art au musée du Louvre. Et alors je précise, parce que vous êtes quand même très beau joueur, il n'y a pas tout au Louvre, même si c'est le plus grand musée d'Europe occidentale, en surface, en quantité d'œuvres, etc. Et donc, beau joueur, vous suggérez quand même d'enrichir ou de prolonger par d'autres musées. Donc je le disais pour le 19e. Orsay. Musée d'Orsay. On ne parle que de Paris, parce qu'évidemment, en plus, il y a des musées formidables en France, mais bref. Musée d'art moderne pour le 20e, il y en a deux à Paris. Oui. Voilà. Et le musée de la ville de Paris. Guimet, j'ai rien noté. Pour les arts d'Asie, absolument. Voilà. Oui. Et le musée du Quai Branly également. Et Quai Branly, absolument. Pour les arts d'Amérique, d'Asie et d'Océanie et d'Afrique. Et donc on a quand même un sacré boulot. Le musée du Louvre qui est ouvert tous les jours, sauf le mardi. Il est ouvert de 9h à 18h. Il y a une nocturne tous les vendredis jusqu'à 21h45. Et on vous recommande de réserver un créneau horaire en ligne sur louvre.fr, y compris si vous êtes bénéficiaire de la gratuité, pour ne pas vous retrouver dans trop d'embouteillages si vous allez voir la Joconde ou les 29 999 autres Jocondes. Vous restez avec nous. Plateau repas, c'est l'heure de Sandra Ferreira. Emma, merci beaucoup. Merci à vous. Sandra. Sandra, bonjour. Bonjour Emmanuel. Plateau repas, c'est notre rendez-vous avec vous qui êtes à la fois notre chroniqueuse, mais aussi diététicienne et nutritionniste dans le civil. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale de l'obésité qui a lieu ce samedi, vous allez nous parler de l'obésité pédiatrique. Obésité infantile, c'est quoi déjà, si on la définit ? L'obésité infantile, c'est l'obésité qui arrive chez l'enfant, et on parle d'enfants entre 0 et 18 ans. D'ailleurs, il faut savoir que l'obésité infantile, elle est souvent liée à une alimentation trop riche et ou un manque d'activité physique, avec des prédispositions familiales souvent également. On rappelle que l'obésité infantile, c'est une maladie chronique. Je veux bien qu'on insiste sur le fait que c'est une maladie. C'est pas juste c'est pas des gens qui mangent flemmards, comme qui ça, mangent trop et qui font n'importe quoi. Voilà, c'est une maladie chronique qui doit être prise en charge de façon progressive, surtout chez l'enfant, avec les spécificités de chaque enfant.
pour la petite définition de l'OMS, elle définit l'obésité comme une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui peut nuire à la santé. Et ce qui est particulier en fait chez les enfants et les adolescents, c'est que ça ne se voit pas forcément à l'œil nu. Et donc il faut se référer aux courbes d'IMC, d'indice de masse corporelle, qu'on retrouve dans le carnet de santé. Une courbe. C'est pour ça qu'on fait des courbes. Voilà, avec un petit calcul bien savant. Les courbes qu'on voit là à l'écran, c'est l'IMC est égal au poids divisé par la taille au carré. Bref, c'est écrit dans votre carnet de santé, n'ayez pas de crainte. Et pour expliquer ces courbes, en fait, il est normal qu'un bébé soit un peu potelé jusqu'à l'âge de 1 an. Parce qu'au début, il ne marche pas. Voilà, il ne marche pas, il n'a pas d'activité physique. Et puis, dès qu'il va se mettre à marcher, ça va rediminuer, il va s'affiner jusqu'à l'âge de 5-6 ans. Puis, ça va repartir au niveau de la corpulence pour arriver à sa morphologie d'adulte. Donc, on surveille quoi ? 2 fois par an ? 2 fois par an, oui, on surveille le carnet de santé. Le médecin le fait, mais si jamais vous n'allez pas voir le médecin, au moins vous le faites vous-même. J'ai entendu parler de ce qu'on appelle le rebond d'adiposité. Eh bien, le rebond d'adiposité, et oui, ça correspond justement au moment où l'enfant va reprendre naturellement du poids vers 5-6 ans. Sauf que, et ça c'est important de le comprendre, s'il arrive un petit peu trop tôt, ce rebond d'adiposité, on l'appelle d'ailleurs le rebond d'adiposité précoce, eh bien, ça prédispose à des problèmes d'obésité par la suite. C'est un signal d'alerte. Souvent, il arrive vers l'âge de 3 ans, donc l'enfant se remet à prendre 2 ans avant quand même. 2 ans avant le temps normal, et c'est souvent génétique avec un enfant qui a un appétit trop important par rapport à ses besoins. Donc, il faut identifier ce rebond et qu'il soit pris en charge correctement. C'est ça. Le nombre d'enfants qui sont touchés par l'obésité en France et dans le monde, il est très important, sinon il n'y aurait pas de journée mondiale. Exactement, quelques chiffres alarmants. En 2019, en tout cas, l'OMS estimait que 38,2 millions d'enfants de moins de 5 ans étaient en surpoids ou obèses à travers le monde. Pour les enfants entre 5 et 19 ans, surpoids et obésité en 2016, ils étaient 340 millions. Oui. Ce n'est pas rien. En France, l'INSERM a estimé l'obésité infantile à 16% des garçons et 18% des filles. Donc, même. On le dit, on le redit, c'est une maladie chronique. Important. Et l'alimentation n'est pas du tout la seule cause. Évidemment, elle y contribue par la force des choses. C'est important de le dire. Mais c'est pas la seule cause. Et c'est ce que je voulais dire, parce qu'un enfant qui est en surpoids, en obésité, c'est pas un enfant qui mange n'importe comment. Souvent, mais il peut y avoir d'autres causes. Ça peut être aussi un surpoids, une obésité parentale, notamment de la mère pendant la grossesse. L'exposition du fœtus au tabagisme maternel, on a démontré que ça pouvait provoquer du surpoids ensuite, des prises de poids importantes pendant la grossesse ou un diabète mal équilibré pendant la grossesse. Un manque d'activité physique, le manque de sommeil peut favoriser le surpoids, l'obésité chez l'enfant. Les facteurs psychologiques comme la dépression, le harcèlement scolaire. On a déjà croisé effectivement dans le harcèlement, dans les symptômes. Exactement. La modification des comportements alimentaires, ça peut vouloir dire. Et puis l'attitude parfois inadaptée de l'entourage qui vont être très laxistes ou au contraire trop restrictifs. Et les difficultés socio-économiques, on sait que ça fait partie de l'obésité infantile. Alors il y a des facteurs secondaires, on ne les oublie pas, la prise de médicaments, il y a des médicaments, les corticoïdes par exemple, les antiépileptiques, les anomalies hormonales. Et puis il existe aussi vraiment un gène qui fait qu'on a un syndrome qui s'appelle le syndrome de Prader-Willi, qui fait que l'enfant a tout le temps faim. Et vous le disiez, et je n'ai plus la phrase exacte sous les yeux, dans la définition de l'OMS, je l'ai, accumulation anormale ou excessive de graisse, qui peut nuire à la santé. Et donc dans les nuisances... Et alors, il y a 2 nuisances principales. Ouais. La nuisance psychosociale, on va dire, à cause des moqueries, un enfant qui perd confiance en lui. Et puis, le risque médical pur, diabète, hypertension, douleur, essoufflement, qui vont arriver petit à petit comme ça avec l'âge. Alors, souvent, on peut essayer de résoudre le problème, entre autres en changeant son alimentation, mais on proscrit le mot régime. Pas le régime, en tout cas au sens strict du terme. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de restriction. On va apprendre à l'enfant à manger équilibré. Le risque d'un régime chez l'enfant, ce sont les carences. Et puis... parfois des comportements alimentaires un peu compulsifs. Donc, on va dire qu'au mieux, c'est inefficace. Au pire, ça va être nocif pour l'enfant. Donc, on ne fait pas ça. Le but, c'est juste de ralentir la prise de poids et on laisse l'enfant grandir. Ça va l'étirer un peu comme un élastique. Il va s'affiner. Et ce qu'il faut comprendre, surtout, c'est que toute la famille doit faire la même chose que l'enfant. C'est pas un plat pour l'enfant et le reste de la famille mange une grosse tartiflette à côté. Voilà, c'est tout le monde en même temps. Ça fait pas de mal et l'enfant va intégrer beaucoup mieux toutes les spécificités alimentaires. Merci beaucoup Sandra. Samedi, c'est la journée mondiale contre l'obésité et je vous donne également rendez-vous dans la quotidienne de School TV avec Marie de Brouwer. On l'avait déjà reçue l'année dernière. Elle publie une très belle bande dessinée autour justement du surpoids, de l'obésité et de la grossophobie. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi Barthélémy Clama. Merci. Un tour du monde... Non.
une histoire du monde en famille, Objectif Louvre. Très bon livre, très beau livre, paru chez Actes Sud Junior en coédition avec Louvre Édition, le Louvre qu'on vous invite vivement à visiter évidemment. Merci aussi à toute l'équipe de La Quotidienne, au maquillage Laure Audemont, Marine Plantec pour la préparation de l'émission et qui est en régie assistée par Dylan Coller, et puis un gros clin d'œil à Marine et à Dylan parce qu'ils ont, Marine elle a visité le Louvre. Elle est revenue, elle m'a dit ce bouquin est absolument génial, extraordinaire, il faut absolument, enfin voilà, elle avait bien raison. Au son, Thibaut Goury-Lafont, réalisation Raphaël Morel. Vous restez sur School TV tant que vous ne visitez pas le Louvre et vous retrouvez La Quotidienne en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.